Alors là, ce que tu peux faire, c'est On va peut-être commencer là. Oui, je pense que c'est bien. Hein, on y va? Je crois que c'était l'heure qu'on s'était donnée, effectivement. C'était l'heure qu'on s'était donnée, donc on va respecter l'heure qu'on s'était donnée. Alors, donc on va commencer en attendant que les derniers participants nous rejoignent et puis qu'il y ait éventuellement quelques petits calages techniques si besoin. Pour commencer, d'abord, je voulais vous dire qu'on est vraiment très, très heureux de vous accueillir et d'avoir finalement pu organiser cette rencontre, puisque je vous rappelle qu'elle devait d'abord se dérouler au mois de mars. Et là, on s'est dit que plutôt que de la reporter à nouveau, on allait quand même la maintenir, même si les conditions ne sont pas complètement optimales, hein, puisqu'on sait bien que ce genre de moment, c'est aussi important et intéressant parce qu'on peut échanger de façon un peu plus informelle, un petit peu dans les interstices des temps d'intervention. Donc, il y a cette fluidité qui va manquer. Mais enfin, on est quand même très contents, d'autant plus que vous avez vraiment été très, très nombreux à répondre présent, puisqu'on doit avoisiner les 208 inscriptions pour être tout à fait précis. Donc, par rapport à ce qu'on avait prévu au mois de mars aussi, on a resserré la thématique pour avoir vraiment un focus plus resserré sur le monde associatif, parce que tout ce qu'on traverse là depuis ce début d'année met encore davantage l'accent sur l'importance des associations en tant qu'espace de solidarité, et sur la capacité des citoyens à s'auto-organiser. Et parallèlement, tout ce qu'on traverse aussi depuis ce début d'année, mais aussi l'accent sur cette invisibilisation, sur ce manque de prise en compte auquel est confronté le monde associatif, comme en témoigne son oubli dans le plan de relance et puis sa quasi-absence dans le discours politique ambiant. Donc l'objectif de la journée, c'est dans un premier temps d'aborder les difficultés, les limitations, les obstacles, les dangers auxquels les associations sont confrontées. Et puis dans une seconde partie, de s'attarder davantage sur ce qui fait la vitalité des associations, hein, sur leur capacité à inventer, à construire, à mettre en œuvre des dispositifs, en un mot sur leur capacité à être vivante et force de proposition. Donc l'idée, ce n'est pas de s'enfermer dans un discours un peu de victimisation, hein, tout en restant quand même très vigilant et très attentif aux contraintes, mais de faire valoir la capacité des associations, la capacité offensive, on pourrait dire, des associations. Donc ce matin, scénario, pour schématiser un peu, hein, ce matin, scénario pessimiste, hein, celui des tentatives d'affaiblissement du monde associatif, et puis cet après-midi, scénario plus optimiste, celui du renforcement des initiatives, avec quand même en ligne de mire de cette journée de pouvoir élaborer quelques perspectives pour le futur et puis aussi de s'engager sur d'autres temps de réflexion et de construction ensemble. Donc voilà un petit peu le déroulé global de la journée. Donc j'ai peut-être passé la parole à Bruno Lanier. Oui, merci Marie-Catherine. Je suis très heureux de vous accueillir au nom du MES à cette journée d'études sur quel avenir pour les associations. Et puis, j'avais envie de replacer un petit peu une perspective. Qui aurait pensé en 1901 qu'un siècle plus tard, les citoyens se seraient saisis à ce point de cette convention par laquelle deux ou plusieurs personnes peuvent mettre en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Dans un monde qui aujourd'hui est dirigé essentiellement par le profit, il y a quand même 1 500 000 associations qui œuvrent aujourd'hui en France pour un autre but que de s'enrichir et au service d'un intérêt collectif ou d'une mission d'utilité sociale. Et cela dans tous les domaines de l'activité humaine et dans une économie qui hybride à la fois la solidarité, la redistribution et le marché. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi cette liberté de s'associer pour répondre ensemble à un besoin qui rencontre de plus en plus l'envie des citoyens, peine à être reconnue comme un corps important dans notre société. Pourquoi ça semble impossible d'imaginer une journée de grève générale pour des associations pour défendre la subvention ou la reconnaissance du bénévolat comme un produit à part entière de la comptabilité. Et du coup, ça m'invite à
à dire que si l'avenir du monde associatif passe par sa capacité à résister à la marchandisation et aux attaques qui sont faites pour l'invisibiliser, il passe tout autant par une nécessité de faire émerger une conscience collective du modèle alternatif d'échange que représente le monde associatif. Et donc, j'ai envie de dire, résister, se renforcer et innover dans notre manière de faire société. C'est quelques pistes qui vont nourrir nos réflexions de notre journée. Et puis, je vais passer la parole à Jean-Baptiste pour qu'il vous présente un peu plus le contenu de cette journée. Merci Bruno. J'ai envie juste peut-être de demander à Olivier si on avait prévu éventuellement un point technique sur cette introduction. Est-ce que tu souhaites le faire maintenant ? Sinon, j'enchaîne. Je vais enchaîner et puis on fera un point technique parce que c'est important de partager un certain nombre de règles pratiques pour que la visioconférence… Ouais, je suis là, Jean-Baptiste, excuse-moi, un petit problème technique justement. Voilà, on va être plus de 200 autour de ces séminaires, ce qui veut dire qu'il va falloir faire preuve d'une grande discipline si on veut pouvoir s'entendre et s'organiser. Nous allons donc demander aux personnes qui ne sont pas intervenantes dans les webinaires de couper leur micro et de couper leur caméra pendant le webinaire en question, enfin webinaire. Et si vous avez des questions à poser, on va vous demander d'utiliser le chat. Les animateurs liront les questions qui sont sur le chat. Alors le chat, vous y accédez quand vous mettez votre souris sur Zoom. En bas, il y a une barre de menu qui monte. Il y a un truc qui s'appelle chat et vous cliquez dessus et vous mettez vos questions là-dessus. Moi, comme animateur, j'ai le droit de couper votre son et de couper votre vidéo. Donc, s'il y a des personnes qui oublient de le faire, je le ferai. C'est pas méchant. C'est juste pour que les gens puissent s'entendre et qu'on puisse avoir quelque chose de lisible à la fois pendant le webinaire et après le webinaire quand on reprendra ces vidéos plus tard. Toutes les vidéos sont enregistrées. Je vous remercie. Tu peux y aller, Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Olivier. Oui, en fait, comme on a donné une heure de début de la table ronde à 9h30, je vais vraiment en dire un mot très très court. Alors, je ne vais pas vous détailler le contenu des tables rondes puisque vous avez le programme disponible. On peut le remettre d'ailleurs sur le chat. Peut-être plus qu'un mot d'introduction, un mot de transition tout de suite pour présenter la première table ronde et expliquer pourquoi c'est un sujet qui va introduire cette journée. Alors, comme vous le savez probablement, le CAC a 10 ans en 2020 et donc beaucoup connaissent le travail réalisé durant cette décennie par le collectif des associations citoyennes. Je peux d'ailleurs partager en écran partagé là, le livre qui documente les 10 ans du CAC. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Ça n'a pas l'air de marcher. Je regarde ça tout de suite. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Voilà. Et que je fasse ça. Là, on doit y être. Voilà. Alors, simplement, peut-être noter que une des préoccupations centrales du CAC en 2010, au moment de la création, c'était évidemment cette tendance lourde à la marchandisation de l'action associative et que sur la décennie, cette évolution est restée centrale, mais qu'elle a été complétée avec d'autres points d'analyse vraiment primordiaux. Et au fur et à mesure de cette décennie 2010, on a vu émerger la question de la restriction non seulement des libertés d'action des associations par ce processus de marchandisation et par les problématiques liées à leur financement, mais aussi de plus en plus des restrictions stricto sensu qui étaient de l'ordre plutôt juridique. Du droit. Et c'est ce qui nous a conduit donc à interpeller le gouvernement il y a quelque temps sur cette question-là, notamment Gabriel Attal, qui à l'époque n'était pas encore son porte-parole, mais qui était chargé de la vie associative. Et suite à cette interpellation,
étant donné finalement le faible répondant qu'on avait en face de nous, on a décidé à plusieurs organisations de monter l'Observatoire des libertés associatives, parce que on voyait qu'on avait quelques peines à convaincre nos interlocuteurs institutionnels de l'importance de la question qui pour nous était pourtant relativement évidente. Mais on s'est attelé pendant 18 mois à documenter ce qu'on peut appeler la restriction des libertés associatives, et c'est important par rapport à l'angle de la journée, grâce à un travail acteur-chercheur. C'est-à-dire qu'un comité scientifique s'est mis en place grâce à l'impulsion de Julien Talpin notamment, et qu'on a pu finalement produire ce rapport qui a été donc présenté le 6 octobre dernier, à la fois à la presse et à un certain nombre de parlementaires. Voilà, donc c'est sur cette question de la liberté associative et de leur restriction qu'on va commencer cette journée, en donnant la parole à Julien Talpin, qui j'espère est arrivé. Et ce qu'on a essayé de faire, sans forcément d'ailleurs y parvenir tout le temps sur ces tables rondes, c'est favoriser des binômes de prise de parole acteurs-chercheurs. Donc la prise de parole de Julien Talpin, qui est chercheur au CNRS, sera ensuite suivi d'une prise de parole d'un acteur associatif, d'une actrice associative en l'occurrence, Camille Champeau, qui travaille au CRID et qui au CRID s'occupe particulièrement de globalement la question finalement de la criminalisation des mouvements sociaux. Donc les deux intervenants auront chacun une dizaine de minutes pour présenter leurs propos, et ensuite on pourra avoir un premier tour de prise de parole pour demander des éclaircissements, des précisions, des éléments de compréhension sur le propos, et ensuite un deuxième tour de parole qui sera davantage du registre de l'analyse de fond et d'un échange, d'un débat sur ces questions-là. Étant donné que quand je dis prise de parole, donc une des règles pratiques qu'on se donne sur ce webinaire, c'est de poser les questions à l'écrit. Et c'est les animateurs qui seront chargés de les reformuler et en tout cas de les transmettre aux intervenants. Voilà, je propose à Julien, s'il est arrivé, de prendre la parole. Est-ce que quelqu'un a vu Julien? Non, pour l'instant, on n'a pas vu de Julien. On n'a pas vu de Julien. Est-ce que quelqu'un a vu Camille Champeau? Ah oui, moi je suis là. Ah. Je suis connectée, j'ai coupé ma vidéo, mais je suis là. D'accord. Bonjour Camille, merci d'être là. Visiblement, Julien n'est pas parmi nous. Est-ce que du coup, ça te va si on intervertit l'ordre de présentation et que tu commences par prendre la parole? Pendant ce temps-là, je lui envoie un texto où je l'appelle. Oui, ça me va. Attendez. Désolé, c'était pas prévu. Non, il n'y a pas de souci. Oui, ça me va. C'est juste que du coup, ça va être un peu plus étrange l'ordre, puisque du coup, moi, j'avais pour consigne, on va dire, de faire un peu une ouverture sur autre chose, enfin d'autres secteurs que juste le milieu associatif. Du coup, je suis désolée parce que ça risque d'être... Enfin, voilà, c'était bien réfléchi, et du coup, si c'est un peu bouleversé, ça peut faire un peu plus étrange. Bon, mais c'est pas grave. Donc le CRID, c'est un collectif d'une 50aine d'organisations de solidarité internationale qui existe depuis un peu plus d'une 40aine d'années. Et durant le courant de l'année 2017, ces membres ont commencé à discuter entre eux des questions de ce que nous, on a appelé, mais on n'est pas les seuls à appeler comme ça, mais ce que nous, on a appelé des questions de criminalisation de la société civile. Juste petite parenthèse, si je suis trop longue, il faut me le dire, parce que du coup, j'ai pas je regarde pas vos visages, donc Jean-Baptiste, oui. D'ici, je te verrai pas. Il n'y a pas de souci, je te dirai au bout de 8 minutes qu'il te restera 2 minutes. Parfait. Voilà, donc on a commencé à parler de cette question de la criminalisation, et donc ce qui sous-entend criminaliser, c'est en gros dire qu'est-ce qui est criminel, décider ce qui est criminel, et donc c'est un jugement sur des types d'actions. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il faut se questionner sur ce qui est criminel, parce que
si demain il y a une directive gouvernementale qui dit que porter des chaussures bleues, c'est passible d'emprisonnement, ça deviendra criminel de porter des chaussures bleues, alors que on pourrait se dire qu'il n'y a rien de très criminel là-dedans. Sauf qu'il y a des choses qui sont entérinées depuis très longtemps et que du coup, ça devient comme tout, en fait. Ça devient une norme. On prend l'habitude qu'il y ait des choses qui soient criminelles et on ne les questionne plus. Voilà, ça c'était un peu pour le chapeau très général. Et donc, il y a des choses qu'on s'empêche de faire ou qu'on ne fait plus, ou qu'on ne fait pas, ce qui donc restreint nos libertés, alors que le bien fondé de cette restriction et de pourquoi ces choses sont interdites, ou très compliquées à faire, se questionne vraiment. Typiquement, au CRID, on a attaqué, on va dire, on a pris à bras-le-corps cette question de la criminalisation en prenant une entrée assez spécifique qui est celle des poursuites bâillons. Une poursuite bâillon, c'est entendu comme toute action stratégique menée par des représentants des pouvoirs économiques ou institutionnels visant à empêcher le débat public ou l'expression d'une critique. Donc ça, c'est un peu la définition que s'est donnée le collectif. Pour le dire très simplement, ce sont les actions en justice, en général, ça peut être autre chose, mais en général, ce sont les actions en justice qui sont intentées typiquement par des grosses multinationales contre des associations, des journalistes aussi beaucoup, qui osent critiquer, dénoncer les activités de ces multinationales, très souvent dans des territoires à l'étranger. Ce qui est très remarquable dans les poursuites bâillons, c'est la disproportionnalité des moyens entre l'attaquant et les attaqués. C'est-à-dire que ça n'a aucune commune mesure d'être l'entreprise de groupe Bolloré qui attaque un ou deux journalistes pour un article dans un journal. Les moyens mis à disposition de chaque côté pour l'action en justice sont complètement disproportionnels. Et donc, en réalité, quand on commence à travailler la question des poursuites bâillons, on se rend très vite compte que la notion de justice est tout à fait relative. Parce que finalement, la justice, au sens de l'institution, sert à celles et ceux qui ont les moyens de s'en servir, et notamment les moyens financiers. Et donc, on voit très vite à quel point l'aspect financier joue énormément dans la capacité qu'on a à se défendre, efficacement ou pas. Il n'y a pas que l'aspect financier, mais c'est un gros morceau. Donc voilà, donc on a commencé par ça. Je ne m'étends pas forcément plus là-dessus. Évidemment, après, si vous avez des questions, je pourrais y répondre. C'était un peu pour poser le point de départ de comment on a commencé à travailler la criminalisation. Ensuite, on a donc on a été mis en contact, on a commencé à fréquenter beaucoup plus du coup d'autres groupes d'acteurs qui, pour des raisons X ou Y, se sentaient criminalisés ou en tout cas avaient dénonçaient le fait que leur liberté, alors pas forcément leur liberté associative au sens loi 1901 du coup, mais leur liberté en tant que citoyenne et citoyen de s'exprimer, de militer, de faire des actions de mobilisation, etc. Ou même juste de façon beaucoup plus choquante, leur liberté de vivre, tout bêtement, était mise en danger par le rétrécissement des espaces de liberté que la France connaît. Et d'ailleurs, sur ce terme de rétrécissement, on a été pas mal bousculé au tout début très rapidement, en fait, quand on a commencé à travailler là-dessus, parce qu'on a très vite eu des acteurs. Nous, on est quand même un milieu associatif, on va dire classique. Les membres du CRID, ça va être le CCD Terre Solidaire, Artisans du Monde, Emmaüs International, la CIMAD, le Secours catholique. Voilà, tout ça, c'est des organisations, on va dire. Ce qu'elles font, c'est tout à fait génial, mais ça représente un certain milieu social tout de même. Quand on est confronté à d'autres acteurs, ils nous ont dit ce que vous appelez rétrécissement de l'espace démocratique et de l'espace des libertés. Pour nous, c'est un espace qui n'a jamais existé en réalité. On n'a jamais eu accès à cet espace soi-disant merveilleux qui pour vous se rétrécit. Pour nous, il a toujours été rétréci, toujours, depuis très très longtemps. Notamment, on a eu ce discours-là, il a été tenu par les personnes qui faisaient partie des comités justice et vérité.
bon, le plus connu, c'est Justice et Vérité pour Adama, mais ce n'est pas le seul. Il y en a plein d'autres qui nous ont dit la même chose et qui se sont un peu moqués quoi, de notre tendance à avoir peur de ce rétrécissement en disant c'est mignon d'avoir peur maintenant que ça vous touche, mais enfin, ça fait des années qu'on dit que cet espace, il existe pour celles et ceux qui ont le privilège de pouvoir y évoluer. C'est juste que là, la caste des gens qui ont le privilège de pouvoir être libres se rétrécit. Donc ça a mené à tout un tas de réflexions et de discussions. Et c'est vrai que là, ça nous a vraiment amené à reconsidérer toute l'histoire justement de cet espace démocratique et de la façon dont il existe. Et on a été aidés en ce sens-là. Enfin, aidés, c'était pas du tout volontaire et on aurait préféré que ça se passe pas comme ça, mais on a été vachement aidés par la mobilisation de tous les Gilets jaunes en 2019, évidemment. Parce que là, il y a eu vraiment une explosion de cette sensation de restriction des libertés en France et une sensation assez forte de dérive de l'État qui devenait de plus en plus répressif, voire autoritaire. Les termes employés diffèrent selon les sensibilités des uns, des unes et des autres. Donc voilà, je vous laisse employer celui qui vous convient. Et au-delà de la question des Gilets jaunes, comme il y a eu aussi énormément de mobilisation sur la question du climat, on a vu aussi des acteurs, pour le coup, qu'on n'avait pas l'habitude de voir criminalisés, c'est-à-dire, pour le dire très clairement, des jeunes blancs de classe plutôt moyenne, en plus, entre guillemets, gentils, c'est-à-dire des gens qui faisaient des occupations non violentes, qui faisaient des sit-ins, ou alors qui faisaient des actions de désobéissance civile, mais pareil, qui ont été réprimés de façon un peu ubuesque par rapport à ce que ça représente. Là, je pense à l'affaire des portraits de Macron qui ont été dérobés dans les mairies, par exemple, par des militantes et des militants d'Alternativa et qui ont dû subir des procès retentissants pour un tableau qui vaut même pas 40 €, je crois, alors que le but de l'action était de dénoncer l'inaction gouvernementale. Je suis désolée, il y a un camion poubelle qui passe ou un camion dans ma rue. Ça devrait bientôt s'arrêter, le bruit de fond. Voilà, qui faisait une action en fait qui avait un impact financier très pauvre au regard de ce qu'elle dénonçait, qui pour le coup est très grave. Et donc en fait le fait qu'il y ait tout d'un coup à la fois des gilets jaunes qui soient énormément réprimés, et donc les gens qui les soutenaient aussi en manifestation, et des militants climat qui soient beaucoup réprimés, a tout d'un coup conduit toutes ces personnes et tous ces groupes à se parler. Parce que subitement, il y avait plusieurs franges de la population en France qui se retrouvaient confrontées à une répression forte, là où avant, cette répression, elle était quand même, il faut le dire, globalement réservée, en tout cas la répression policière et juridique, aux quartiers populaires et aux populations dites noires, aux noirs ou arabes, quoi. Et donc, ça a été hyper intéressant. À défaut d'être très motivant comme contexte, ça a été très intéressant parce que ça a permis à tous ces gens-là de se parler et de pouvoir établir ensemble, bon, je fais des résumés grossiers hein, parce que c'était pas aussi simple la façon dont ça s'est parlé, mais bon, je n'ai que 10 minutes, et à réétablir ensemble, en tout cas à commencer à réétablir l'histoire en fait de la répression, l'histoire de la violence étatique en France. Et ce qui a été intéressant, c'est que des milieux comme les nôtres puissent aussi commencer un petit peu à déconstruire pour eux-mêmes cette notion de violence légitime de l'État et cette notion de liberté, de droit citoyen, voilà. Parce que comme on a été attaqué, nous aussi, on va dire, par des pouvoirs répressifs, on a été beaucoup plus ouvert à la critique d'un État qui est de plus en plus autoritaire. Alors, Camille, peut-être juste pour te dire sur le temps, on avait décidé d'envoyer un camion poubelle chez toi à peu près à 8 minutes. Donc, en gros, là, il te reste facile 2 ou 3 minutes. Et, ensuite, de toute façon, par rapport aux pistes vraiment intéressantes que tu ouvres là, sur la discussion, on y reviendra aussi après dans les échanges. Ouais, pas de souci. Bon, de toute façon, je suis rapide sur la fin. J'ai pas mal de choses à dire si jamais ça vous intéresse sur les axes qu'on avait identifiés collectivement, enfin en tout cas ce qu'il serait nécessaire de faire pour que, au lieu d'avoir des gens et des groupes qui se battent à gauche et à droite pour leurs droits, pour pouvoir faire ça de façon plus collective en fait, et pour
créer un espèce de front commun qui ne soit pas forcément une coordination générale parce que ce n'est pas l'idée et que c'est complètement casse-gueule, mais on avait identifié des pistes en fait, qui permettraient à plusieurs groupes touchés par des répressions différentes de lutter ensemble contre ce rétrécissement de l'espace démocratique. Enfin, ça, c'est nous qui l'appelons comme ça, mais il faut arrêter de l'appeler comme ça. Je fais un raccourci honteux. Deux dernières choses très rapides qui posent question, là, en l'occurrence, sur la société et sur le milieu associatif plus précisément. Ce sont les deux, alors la proposition de loi sur la sécurité globale, qui en ce moment, qui est au dernier jour d'audition à l'Assemblée nationale aujourd'hui, et la loi qui a été donc le projet de loi contre le séparatisme qui a été renommé en projet de loi confortant les principes républicains, voilà. Alors, le premier, proposition de loi sur la sécurité globale, je vous laisse en prendre connaissance si ce n'est pas déjà fait, mais j'imagine que vous êtes bien toutes et tous au courant, pose vraiment question parce que c'est une loi qui, entre autres, va permettre d'interdire la captation d'images vidéo des forces de police lors de manifestations, lors de leurs interventions. Alors qu'on a pu voir dans pas mal d'exemples l'année dernière, celui que j'ai en tête qui me vient immédiatement, c'est la mort de Cédric Chouviat. On a pu voir à quel point c'était important, au contraire, de pouvoir documenter ce que faisaient les forces de l'ordre et de ne pas laisser le monopole du récit de ce qui s'est passé aux personnes détentrices de la violence légitime de l'État. Donc ça, c'est une loi qui interpelle beaucoup parce que alors qu'on vient de sortir d'une année où on a vachement bénéficié justement des réseaux sociaux, des médias indépendants pour avoir un contre-discours et même voir des contre-enquêtes, là, c'est une loi qui va mettre ça en péril et c'est vraiment pas de bon augure pour la suite de nos mobilisations à tous et à toutes. Et dans l'autre projet de loi, dont le projet de loi confortant les principes républicains, il s'en fourre-tout, il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans, mais en ce qui concerne très précisément les associations, il y a quand même 3 articles qui sont assez problématiques et qui sont potentiellement de très mauvais augure, je pense. Il y a l'article 6 qui contraindra les associations qui demandent une subvention à s'engager par un contrat d'engagement républicain à respecter les valeurs de la République, et sachant que évidemment un non-respect pourra entraîner le remboursement de la subvention. Donc là, il faut toujours se demander qui décrète quelles sont les valeurs de la République et surtout qui les examine, donc qui décide qu'elles sont respectées ou non. Pas du tout garanti que ça tourne en notre faveur, quand bien même on serait de très bonne volonté. Il y a l'article 8 qui pose question, notamment pour des organisations comme le CAC ou comme le CRID, qui sont des collectifs d'associations, parce que c'est un article qui rénove les règles de dissolution de l'association, notamment, et qui ajoute notamment une raison de dissolution qui serait d'imputer les agissements de certains membres d'une association pour dissoudre l'association, on va dire. Voilà, si un des membres fait n'importe quoi, ça pourrait rejaillir sur le CRID, exact, et pareil pour le CAC. Et quand je dis fait n'importe quoi, toujours à analyser qui décide que ce membre en question aurait fait n'importe quoi. Donc toujours se demander qui est le juge en fait dans ces histoires-là. Et on voit bien qu'en ce moment, pas forcément en notre faveur qui est le juge en l'occurrence. Voilà, donc ça c'était pour faire très très rapidement les prochaines échéances qui nous posent question et qui nous semblent très très liberticides pour nos milieux et plus largement pour la société. J'arrête. Merci beaucoup Camille. En tout cas, je pense que tu n'as pas fait n'importe quoi et que tu n'as pas dit n'importe quoi. Donc même si la loi n'est pas encore passée, je suis pour l'heure rassuré. Ça va nous permettre alors de passer la parole à Julien, qui devait introduire cette table ronde, mais qui finalement va pouvoir s'inscrire dans le prolongement des propos de Camille. Julien, je sais que tu es quelque part sur la toile parmi nous, physiquement, peut-être. Voilà, on t'entend. Désolé pour le retard. J'avais mal noté l'heure de début. Voilà, oui, effectivement, bonjour à tous. Mon intervention va assez bien s'enchaîner avec celle de Camille, c'était prévu, puisque moi, je vais essayer de vous présenter la genèse et le rapport qu'on vient de sortir avec l'Observatoire des libertés associatives, qui vise à documenter les atteintes aux libertés associatives, qui sont des déclinaisons au fond des atteintes aux libertés publiques et aux libertés démocratiques qu'évoquait Camille, et qui est aussi une tentative en fait de faire un front commun, comme elle l'évoquait à l'instant, entre une coalition associative et des chercheurs, parce que cette histoire en fait d'observatoire
des libertés associatives, moi, je trouve que c'est plutôt une belle histoire d'une rencontre en fait, entre des chercheurs et des assos, et une collaboration qui a pas trop mal fonctionné. Des choses qui se disent. Non. Voilà, pour vous raconter un peu la genèse, donc là vous voyez la liste de toutes les assos membres, les chercheurs qui ont contribué à tout ça, et puis ce rapport qu'on a sorti il y a un peu plus d'un mois et que j'ai eu la chance de coordonner. Au fond, le début de cette idée de créer un observatoire des libertés associatives, c'est la rencontre entre des préoccupations de chercheurs qui s'intéressaient à ces questions-là d'un point de vue scientifique, et puis des témoignages et des questionnements qui émergeaient du côté des associations, et notamment en fait une rencontre qui avait eu lieu en janvier 2019, je crois, je ne sais pas si Jean-Baptiste en a reparlé, mais entre des membres du CAC et le secrétaire d'État à la vie associative à l'époque, et les assos avaient fait part au ministre de ces difficultés. Celui-ci avait répondu qu'il ne voyait pas véritablement où était le problème, que la loi 1901 était plutôt bien respectée en France, que c'était facile de créer des associations. Et donc, il invitait plutôt justement à lui montrer qu'il y aurait un problème avec les libertés associatives en France. D'une certaine façon, ce rapport est une réponse à cette invitation et vise à documenter justement cette réalité qui est peu visible, qui est en fait la plupart des restrictions qu'on documente sont légales, mais elles nous semblent néanmoins problématiques d'un point de vue démocratique. Je vais y venir. Et donc, l'idée qu'on a eue en fait avec cette coalition d'associations et les chercheurs qu'on a réussi à rassembler, c'était qu'une façon de lutter contre les restrictions et les entraves aux libertés associatives, première étape en tout cas, c'était de les visibiliser. Et que visibiliser ces pratiques qui souvent passent sous le radar en fait, ou apparaissent comme peu légitimes ou marginales, en fait, c'est un moyen déjà de les mettre à mal et peut-être du coup de favoriser, parce que c'est quand même ça l'objectif, l'autonomie associative, l'auto-organisation des citoyens et l'expression de la critique, en fait. J'y reviendrai en conclusion, de la critique des pouvoirs et des politiques publiques, qui nous semble une vertu cardinale en démocratie. Donc, à partir un peu de cette feuille de route-là, on s'est mis à bosser. Voilà, on a essayé de mettre en place toute une méthodologie. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais il y avait quand même une demande en fait de la part des assos qui était vachement forte. En fait, c'était de dire, en fait, nous, on demande aux chercheurs d'essayer de faire un truc le plus carré possible et qu'on sorte simplement d'un discours qui pourrait paraître comme victimaire de la part des assos qui vont pleurer parce que les mairies ou les institutions sont méchantes avec elles, mais qu'on arrive à objectiver en fait ce phénomène de restriction et d'entrave à l'activité critique des associations. Donc, on a établi une méthodologie pour démontrer par A plus B qu'il y avait effectivement un certain nombre de cas d'entrave de la part des institutions, qu'elles soient intentionnelles ou non, ce n'est pas véritablement la question. Mais en tout cas, voilà, on a essayé, dans les 100 cas qu'on a réunis dans ce rapport, d'avoir une méthodologie rigoureuse et puis des éléments de preuve qui démontrent par A plus B qu'il y a effectivement entrave. Alors, comme je vous le disais, on a réuni 100 cas avec, c'était un peu l'objectif qu'on s'était fixé en se disant que c'était un chiffre qui était suffisamment important pour pas justement qu'on nous balaye d'un revers de la main, genre c'est rien par rapport aux 1,5 million d'associations qui existent en France, et puis en même temps qui permettait d'avoir une diversité de cas. Nos chiffres ne sont pas du tout représentatifs. En fait, c'est pas facile d'accéder à des infos sur ces histoires-là. Beaucoup de gens s'autocensurent, ne veulent pas en parler, et donc il a fallu faire tout un travail, je vous le disais, d'enquête. Et on a fait beaucoup en fait, d'entretiens, de travail d'archives, de revues de presse pour recouper aussi les informations. On est parvenu à ces 100 cas dans différents secteurs du monde associatif. Et c'est un élément quand même qui est important, qui se dégage de notre enquête, c'est que ça touche tout type d'assos, alors certaines plus que d'autres, et évidemment plutôt les assos qui sont dans une posture critique, d'interpellation, de plaidoyer, de défense des droits. Mais ça peut aussi arriver que des assos qui ne sont pas structurellement ou en permanence sur des enjeux de défense des droits ou de revendication puissent ponctuellement le faire et se faire, pour le coup, taper sur les doigts, voire réprimer par les pouvoirs publics. Autre élément, c'est, une fois de plus, c'est pas représentatif, mais on a essayé de faire une cartographie, vous pouvez retrouver ça sur le site, voilà, et pour voir que c'est une réalité qui est présente partout sur le territoire national, dans tous les espaces, que ce soit les centres-villes, les quartiers populaires, les espaces ruraux, et donc il y a une dimension systémique au phénomène que l'on documente, qui est lié au fonctionnement de la démocratie en France, du rapport entre l'État, les institutions et les associations, la société civile et les contre-pouvoirs, et qui nous semble
problématique, et c'est ça que pointe ce rapport. Alors, quelques éléments un peu sur le contenu. En fait, on a essayé de construire une typologie justement des entraves aux libertés associatives. On en distingue 4. Et donc, à chaque fois, il y a pas mal d'exemples dans le rapport. Vous pourrez voir, il est téléchargeable sur le site, avec d'un côté les entraves discursives ou les disqualifications, quand on s'attaque à la réputation des bénévoles ou des militants associatifs, comme le président de la LDH à Cholet, qui se fait accuser de pratiques totalitaires parce qu'il avait osé émettre un recours contre les pratiques de couvre-feu pendant le confinement, ou des assauts de musulmans qui se font traiter sans preuve de terroristes ou d'islamistes. Bon, voilà, on a tout un ensemble d'attaques symboliques sur les assauts qui contribuent à dégrader la qualité du débat public plutôt que de débattre sur la vertu du couvre-feu à des fins sanitaires. Et ben, on s'attaque à la personne militant et donc on dégrade à nos yeux la démocratie. C'est très courant. En fait, on délégitime les revendications en s'attaquant aux personnes, en les disqualifiant. Deuxième type d'entrave, c'est probablement les plus fréquentes, et il y a beaucoup de responsables associatifs ici, je pense que je ne vous apprendrai rien, mais c'est toutes les entraves matérielles, et notamment les coupes de subventions sanctions consécutives en fait, à des critiques qui sont émises à l'égard des financeurs. Voilà, donc là, on a beaucoup de cas de cet ordre-là. Aussi, les difficultés d'accéder à des locaux et des espaces de rassemblement. Je ne m'étale pas, mais c'est une dimension évidemment tout à fait fondamentale qui est centrale dans l'autonomie ou la contrainte de l'autonomie des acteurs associatifs. Troisième type d'entrave, c'est tout ce qui est judiciaire, administratif, l'accès à des agréments ou aussi également des amendes qu'on peut dresser contre des responsables associatifs. On a le cas du Génépi qui avait fait pas mal de bruit, qui s'était fait retirer son agrément par le ministère de la Justice. Il y a beaucoup d'assauts de soutien aux migrants également qui ont eu maille à partir avec un certain nombre d'institutions administratives ou judiciaires. Voilà. Et puis enfin, les entraves policières et physiques, des formes de répression plus dures, qui sont plus rares, mais tout à fait problématiques aussi d'un point de vue démocratique. Camille l'a évoqué. Donc là, bon, de fait, je suis obligé de passer un peu vite, mais c'est pour vous donner un peu le panorama large qu'on essaye de brosser dans ce rapport. Alors, quelques mots sur les recommandations qu'on a construit aussi collectivement avec les assos. Et voilà. Et là, c'est plutôt des recommandations à une échelle nationale, parce qu'en fait, beaucoup des problèmes, quand même, sont des problèmes qui seraient quasiment des problèmes législatifs. On est aussi en train de réfléchir en fait, à leur déclinaison locale, parce qu'on est en train d'entamer un travail de dialogue, de plaidoyer avec des collectivités locales qui seront ouvertes à ces questions de liberté associative, pour le dire comme ça, avec l'idée qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là aussi. Voilà, on peut en revenir dans la discussion. Et donc, préconisation avec l'idée qu'il y a 3 façons, au fond, de mettre à mal les pratiques que je viens d'évoquer. C'est reconnaître la fonction démocratique des associations, les reconnaître en fait même institutionnellement dans le code des impôts, etc. Voilà, et donc reconnaître cette fonction critique, on peut dire, des acteurs associatifs, et puis surtout les protéger et les soutenir. Les protéger notamment par éventuellement un arsenal juridique qui pourrait être soit mieux connu, soit étendu. Voilà, les prérogatives du défenseur des droits pour les personnes morales, l'aide juridictionnelle, protéger aussi les assauts contre les procédures juridiques abusives. Camille parlait tout à l'heure des procès Bayon. Ce qu'on documente en fait dans le rapport, c'est qu'il y a un certain nombre de cas en fait où les institutions, souvent quand on parle de procès Bayon, c'est plutôt les entreprises multinationales contre des ONG. Là, c'est un usage par les pouvoirs publics du droit pour faire taire. Très clairement, et donc des procès Bayon intentés par les institutions. Et donc là, il y a des expériences à l'étranger, en fait, justement pour mettre à mal ce type de pratiques institutionnelles, notamment au Canada et en Australie. Enfin, soutenir, donner les moyens de l'interpellation citoyenne. Donc, j'ai évoqué la dimension matérielle de ces entraves. Et donc, il y a un certain nombre de propositions qui sont de faciliter les dos aux associations qui sont des associations qui ne rentrent pas dans les cases justement pour la défiscalisation, mais aussi instaurer, comme le proposait déjà le rapport Baquet-Meshmach, un fonds d'interpellation citoyenne au niveau national, mais ça peut se faire aussi au niveau local. Pluraliser les décideurs pour l'attribution des subventions. Aujourd'hui, les exécutifs
municipaux, régionaux, départementaux n'ont le compte à rendre à personne et décident tout seuls de l'attribution des financements. On se dit qu'en fait, s'il y avait des élus de l'opposition, des citoyens tirés au sort, des associations qui siégeaient dans ces espaces-là, peut-être que les décisions seraient moins arbitraires et les coupes moins fréquentes. Voilà. Un ensemble de propositions. Puis en fait, on a enfin des propositions sur l'organisation démocratique, en fait, avec des idées sur comment mieux gérer les conflits qui surviennent entre les institutions et les acteurs collectifs, les collectifs citoyens, les associations. Je passe un peu vite, mais forcément, ce qu'on documente ici interroge, au fond, la fabrique des décisions publiques et plus profondément encore, peut-être le monopole sur la décision que pensent pouvoir s'arroger les élus locaux, parce que le problème, il est fondamentalement là. Bon, et d'ailleurs, c'est compliqué, en fait, quand on présente le rapport et les propositions avec des élus jusqu'à présent. Alors, ça dépend lesquels. Je pourrais vous en dire plus. Mais voilà, ce qu'on pointe ici et ce à quoi on invite, j'ai presque fini, c'est un peu une révolution copernicienne dans la culture politique et la nature des relations entre l'État et société civile en France, où il y a très clairement une domination structurelle de l'État et des institutions sur les associations qui sont en fait structurellement dans une situation un peu de vassalité politique, qui nous semble démocratiquement tout à fait délétère et d'autant plus problématique que dans un gouvernement représentatif où l'abstention est devenue quasi majoritaire, en fait, c'est plus possible en fait pour les élus de décider tout seuls et puis de ne pas véritablement permettre l'autonomisation du monde associatif. Et donc, révolution copernicienne, je disais aussi une façon d'avoir une autre perspective sur la critique quand elle émane d'acteurs collectifs, qui est souvent vue d'un mauvais œil par les pouvoirs en place. Et ce qu'on essaye de défendre, c'est la vertu démocratique de la critique. Et que ces critiques, ces interpellations de la part des associations et des collectifs citoyens sont une vertu démocratique et méritent d'être protégées en tant que telles, si bien que face à la réponse qu'on nous fait parfois, genre si vous voulez critiquer le pouvoir, demandez pas d'argent ou ne demandez pas à être protégé, au fond c'est le jeu. Et ben nous on dit non, il faut changer les règles du jeu, qu'au fond si la critique est considérée comme une vertu démocratique, et ben au fond institutionnellement il faudrait que constitutionnellement, on devrait mieux la protéger. Voilà, je reste là. Merci beaucoup, Julien. Je pense que la révolution copernicienne que tu évoques, elle va être aussi abordée probablement sous un autre angle, qui est l'angle des financements sur la première table ronde de l'après-midi tout à l'heure, et qu'on pourra creuser ce sujet-là. Peut-être souligner que donc, le rapport est téléchargeable, on a mis l'adresse, on l'a voulu relativement court, pour pas assommer avec un pavé. Et notamment, les 100 cas documentés ne sont pas détaillés. Et par contre, on peut renvoyer sur le site où il y a une documentation complète. Et peut-être flécher des possibilités d'interactivité maintenant à partir du moment où ce discours est donc public. D'une part, l'Observatoire, donc on l'a dit, a travaillé pendant 18 mois. Mais la présentation de ce rapport le 6 octobre était un point de départ. C'est-à-dire que l'Observatoire, malheureusement, au vu de l'actualité, n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, ce n'est qu'un début, comme on disait il y a quelques années. C'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité de faire remonter un certain nombre de cas qui seront étudiés par l'équipe de l'Observatoire au fur et à mesure de cette année. La deuxième chose, c'est que donc ce rapport se finit sur cette douzaine de propositions et que je pense qu'il y a un véritable travail collectif à continuer autour de ces propositions, puisque c'est des pistes de travail, mais par rapport à leur opérationnalité ou leur faisabilité, voire la pertinence de leur priorisation, je pense qu'il faut qu'on organise la discussion de la manière la plus large possible. Donc ça, c'est le plaidoyer un petit peu global et au niveau national. Et la troisième chose, c'est que, tu l'évoquais, le rapport maintenant est présenté auprès d'un certain nombre, notamment de collectivités territoriales, et que donc ça peut alimenter des plaidoyers et un travail collectif au niveau local. Et peut-être aussi, c'est un petit peu les premiers enseignements qu'on peut tirer d'un certain nombre de présentations qu'on a pu faire du rapport à Grenoble, Lyon, Lille bientôt, Paris la semaine prochaine, etc. Il y a sûrement des liens à créer entre
la mise en place d'instances de travail permanentes, pérennes et structurées entre les associations et les collectivités territoriales, et la défense des libertés associatives. C'est-à-dire que si on arrive à créer des espaces de discussion suffisamment organisés et efficaces, on se prémunit d'un certain nombre d'entraves aux libertés associatives, ou en tout cas, on peut peut-être en prévenir un certain nombre. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des messages, je regarde tout de suite. Je vois que Alain Lemarchand, effectivement, intervenait sur l'actualité qui nous a été donnée là, sur ce sujet, avec effectivement, suite à une discussion un peu houleuse entre des jeunes et la secrétaire d'État lors d'une rencontre organisée par la Fédération des foyers ruraux. Sarah El Haïry a diligenté une inspection contre la Fédération des foyers ruraux. Alors, il se trouve qu'en plus, dans la présentation du rapport, là, on a auprès du groupe d'études parlementaires qui travaille sur la vie associative, et qu'on pourra le présenter au cabinet de Sarah El Haïry dans 10 jours. Donc, le sujet sera sûrement abordé. Voilà, je regarde s'il y a des questions. Peut-être celle de Dominique qui s'adresserait davantage à Julien. Où en est la création de cette mission parlementaire qui est la dernière des 12 propositions du rapport? Peut-être que Julien, tu peux répondre sur ce point. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. En fait, on a, juste pour donner quelques éléments de complément, merci Jean-Baptiste d'avoir précisé aussi tout ça. C'est qu'on a effectivement présenté le rapport devant les députés début octobre, avec l'idée d'avoir un panel un peu diversifié politiquement de la gauche à la droite de députés, un certain nombre qui font partie en fait du groupe biparlementaire. Il y a une sorte de groupe de travail biparlementaire à l'Assemblée. Voilà, et très clairement, la majorité n'a pas fait preuve d'un enthousiasme considérable pour poursuivre en fait ces travaux-là. Bon, qui étaient là pour compléter. Bon, mais, voilà. Bon, et les groupes d'opposition sont montrés plus intéressés. Donc, on va voir. On rencontre la semaine prochaine en fait le cabinet de la ministre s'il y a des choses qui vont jouer à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, on est un peu en stand-by. Voilà, d'un côté, en fait, comme je vous le disais, il y a beaucoup de propositions qui étaient à un niveau national, et donc d'où le fait qu'on cible députés, etc. Et en même temps, on a assez peu d'espoir en fait que ça débouche, en tout cas à court terme, sur des choses à ce niveau-là. Et juste sur le financement de l'observatoire, ça a été financé essentiellement en fait par les différentes assos en fait membres de la coalition, qui ont tout un peu mis à la poche à la hauteur de leurs moyens. Oui, peut-être compléter en disant que l'Observatoire des libertés associatives, du coup, est un travail qui mène un travail qui converge maintenant avec celui de la coalition pour la défense des libertés associatives, qui avait commencé antérieurement, et qui est donc une coalition, comme son nom l'indique, un regroupement de plusieurs associations. On mettra aussi le lien. Et par contre, le travail de la coalition, lui, est financé par un certain nombre de fondations privées. Parce que c'est un consortium de fondations privées au niveau européen qui a mis sur la table une enveloppe budgétaire qui permet de documenter les restrictions des libertés associatives dans différents pays d'Europe. Et la coalition est, pour la France, l'organisation qui permet de faire ce travail-là. Donc, parallèlement à un certain nombre d'autres organisations qui mènent des travaux similaires, que ce soit en Pologne, en Italie, à l'époque de Salvini, et notamment, ou en Hongrie, pour ne prendre que ces exemples. Je regarde si… Je vois qu'il y a pas mal de commentaires sur les centres sociaux et la question du travail social, etc. Juste un mot. C'est de dire qu'un autre truc que je n'ai pas dit, en fait, mais qui va peut-être justement, on va poursuivre nos travaux, Jean-Baptiste le précisait, hein, dans d'autres directions. Un des trucs qu'on se rend compte, en fait, c'est que là, il y a un certain nombre de cas qui sont particulièrement flagrants qu'on a documentés dans ce rapport, mais en fait, nous, on aimerait bien s'intéresser aussi maintenant à un peu l'amont, c'est-à-dire en fait tout ce qui est la face invisible de l'iceberg, toutes les pratiques d'autocensure. C'est-à-dire que pour une asso qui perd ses subventions parce qu'elle a interpellé les pouvoirs publics ou elle a osé critiquer le bailleur social, combien d'autres, au fond, se disent non, mais en fait, je ne vais pas exprimer la moindre critique.
Et donc, ces pratiques d'autocensure, et donc qui contribuent à une forme de dépolitisation du monde associatif, pour le dire comme ça. Et donc, c'est aussi ça qu'on aimerait un peu creuser. C'est en ce sens que ces pratiques sont délétères. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les acteurs qui en sont directement victimes et qui, du coup, ne peuvent pas mener à bien leurs activités. Et puis derrière, il y a la culture associative que ça crée. Et on a pas mal de témoignages, en ce sens, notamment dans le travail social et les centres sociaux, etc., mais pas seulement, qui vont dans ce sens où on préfère organiser des tournois de foot plutôt que d'aller mettre en place une pétition face aux ascenseurs qui sont en panne, quoi. Et ce qui peut être problématique. Et qui est lié à ce fonctionnement institutionnel et de financement, notamment. Alors, je réponds oui à la question de la COP des communs qui demande d'avoir la liste des autres pays qui font ce travail-là. On pourra la communiquer. Peut-être, je pense, Camille, avec le CRID au tropisme évidemment international qu'a donc le centre ressources pour le développement dans lequel tu travailles, quel écho, toi, tu vois au niveau international par rapport à ce travail franco-français qu'on évoquait là? Alors, nous, on parle, au niveau du CRID, on travaille plus, déjà, je tiens à le dire quand même, on travaille plus avec des partenaires hors Union européenne. Donc, vraiment, ça, c'est l'héritage de nos organisations de solidarité internationale qui travaillent avec des organisations plutôt en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Voilà. L'écho, ça dépend des pays. Il est à la fois assez similaire à ce qui se passe, pas similaire, mais en fait, la France est encore vue comme une démocratie. Et du coup, ce qui se passe chez nous peut faire peur à certains partenaires parce qu'ils se disent, en fait, en fait, chez vous aussi, ça devient très compliqué et du coup, c'est pas vraiment de bon augure pour nos partenariats. C'est-à-dire que le fait que les associations soient de plus en plus empêchées dans leurs actions met à mal des partenariats directement sur le terrain. Par exemple, là, justement, il y a Coordination Sud qui est en train de travailler sur ce qui va être mis en place au niveau des financements publics, au niveau de l'AFD, sur ce qu'on appelle le screening en fait, des partenaires et de comment est utilisé l'argent, avec qui c'est reversé, etc. sur le terrain. Donc, nous aussi, on devient on devient des partenaires pour eux plus faibles, entre guillemets. Donc, c'est un sujet d'inquiétude, évidemment. Après, ça nourrit le travail sur les questions de criminalisation parce que malheureusement, quelque part, ça nous prévient de ce qui peut parfois nous tomber dessus. Dans certains pays d'Afrique notamment, il y a quelque chose qui est beaucoup utilisé, qui n'est pas encore trop en Europe, c'est les coupures Internet en amont des manifestations ou pendant des manifestations pour empêcher en fait l'auto-organisation des militantes et des militants dans la rue. Ça, c'est assez courant dans certains pays, en amont des élections, pendant des périodes électorales ou pendant des gros soulèvements populaire. On n'a pas encore trop ça chez nous, mais voilà, ça pourrait très bien nous arriver. Donc, on a aussi des alertes sur le fait que, en fait, ça peut toujours être pire et ça peut toujours y avoir de nouvelles techniques en fait pour museler la contestation et pour empêcher la diffusion d'un contre-discours. Voilà. J'aurais à dire sur la question des partenaires internationaux. Et oui, si, ce que je remarque avec une accélération ces dernières années dans les discours que l'on peut avoir, c'est que je dis pas qu'on l'avait pas avant du tout, hein, c'est juste que là, vraiment, ça devient assez commun. C'est qu'y compris au niveau de nos partenaires, il commence à y avoir il y a très fortement une critique beaucoup plus systémique du système dans lequel on vit. Et au-delà de la critique de certaines directives, certaines lois, certains acteurs, etc., là, il y a vraiment une sensation commune d'interdépendance entre ce qui se passe quelque part a des effets ailleurs et alors on est tous dans le même bateau, j'aime pas du tout cette expression parce que c'est quand même globalement très faux, mais une sensation que généralement on part à la dérive et c'est le cas un peu avec des effets très différents, c'est quand même le résultat d'un seul et même système, quoi. Et ça, c'est un discours qui est beaucoup plus porté et affirmé aujourd'hui, y compris par des partenaires, quoi. Merci Camille. Effectivement,
Enfin, parfois, dans un même bateau, il y a différentes classes, hein. Ça a d'ailleurs été documenté, je crois, dans un film célèbre qui s'appelle Titanic. Euh, alors, je lis un petit peu les commentaires. Un commentaire de Perry qui dit « Madame El-Ouiri est une disciple de Brecht. Bertolt Brecht. Si la jeunesse ne vous convient pas, vous n'avez qu'à changer de jeunesse. » Alors, peut-être qu'on pourra en parler lors du rendez-vous. En tout cas, je notais aussi une autre intervention sur le chat qui est intéressante par rapport à l'angle de cette journée acteur-chercheur. C'est celle d'Elisabetta Buccolo qui faisait écho à l'actualité aussi autour de la loi sur la recherche, qui comprend, on le sait, des dispositions sécuritaires finalement, puisqu'il faut s'assurer que le calme régnera dans les universités. Une université calme, moi, j'ai jamais vu ça. Et donc, les choses convergent là aussi. Alors peut-être, toi, Julien, tu es à la fois en contact avec les acteurs associatifs en permanence, et notamment avec ce rapport, mais tu es aussi un universitaire. Alors, comment est-ce que éventuellement, puisqu'on est sur une journée, on essaie d'identifier un petit peu des fronts communs, des fronts de contre-feu, de résistance, voire de résilience communs. Est-ce que là, il n'y en a pas un acteur-chercheur, puisque vous êtes aussi directement concerné, vous, enseignants et également étudiants, par cette actualité que mentionnait Elisabetta Buccolo? La question, c'est que le contexte est quand même dramatique. C'est-à-dire que quand on aligne toutes ces lois-là, je trouve que ça fait vraiment flipper, quoi. C'est le premier truc. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir vous apporter beaucoup d'espoir. Mais je pense qu'au regard du contexte, il faut effectivement faire front commun, et ce d'autant plus que Elisabetta le pointait, en fait. Mais les formes d'attaque que j'évoquais sur les acteurs associatifs, elles ciblent également les universitaires désormais, en fait. Pour l'instant, pas tant, quoique, en fait, sur les financements, mais même si ça mériterait d'être regardé. Mais la disqualification, en fait. Et le drame aujourd'hui, quand même, c'est qu'on est dans une remise en cause de la légitimité des universitaires. Et pour rebondir sur la parabole avec Brecht, c'est qu'aujourd'hui, bien souvent, plutôt que de regarder la réalité en face, on préfère casser le thermomètre et attaquer les universitaires qui pointent les difficultés, quoi. Et on en est clairement là, alors tout particulièrement quand on travaille sur des questions de discrimination, de racisme, etc., qui sont très clivantes, mais au-delà de ça, en fait. Et donc effectivement, moi, je trouve ça très dangereux. Et il n'y a pas une réaction non plus considérable, en fait, par rapport à tout ça. Je veux dire, il y a des associations qui sont en train d'être dissoutes, dans l'indifférence quasi la plus totale en ce moment. Moi, je trouve ça quand même assez… ça interroge pas mal. Je trouve qu'Amnesty International, par exemple, a fait une campagne relativement sérieuse là-dessus, en mettant en parallèle la situation autrichienne et française. Et bon, voilà, mais sinon… c'est un peu le silence. Donc oui, effectivement, les alliances entre universitaires et chercheurs, non seulement, je crois que ça peut produire des trucs politiquement, et puis même, je crois que ça permet de produire de bonnes connaissances, en fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans la tradition qui est la nôtre, et je pense que Elisabetta, qui travaille aussi pas mal dans cette perspective-là, et d'autres gens qui sont présents aujourd'hui pourront en parler, mais de faire sortir un peu le chercheur de sa tour d'ivoire, c'est bon pour tout le monde, et y compris pour la production de connaissances et pour les sciences sociales. On pourra, je pense, partager ce communiqué d'Amnesty International que tu évoquais, qui effectivement est vraiment intéressant parce qu'il est très, très étayé juridiquement là, sur la dissolution du CCIF. Et puis aussi, il a une approche internationale en comparant avec l'Autriche, entre autres, qui permet vraiment un éclairage qui semble assez intéressant. Je regardais les réactions sur le chat. Patricia Colère de l'UFISC, donc la Fédération des acteurs culturels et de l'économie solidaire, interrogée sur la question de la jeunesse en disant il faut peut-être questionner l'orientation prise avec le SNU. Et c'est vrai qu'il y a quelques paradoxes à voir que la notion d'engagement est promue par le gouvernement, puisque c'est dans les appellations officielles des secrétaires d'État, des ministères, etc. Le rapport, il y a quelques années, pour une vie politique associative, était pour une vie politique associative ambitieuse et une société de l'engagement. Mais ce mot de plus en plus utilisé est en fait
et utilisé dans un contexte où finalement l'engagement est de plus en plus réprimé par ailleurs. Donc le paradoxe est là. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres réactions sur le chat. Il nous reste 5 minutes. On sait, alors pour information, donc c'est une visioconférence, une marathon, puisqu'on va être ensemble toute la journée. Donc on a quand même prévu 5 minutes de pause entre les visioconférences. La prochaine est à 10h30. Donc on a encore 5 minutes pour échanger un petit peu. Je vois une question qui arrive de B6. Quels liens peuvent être envisagés avec des universités populaires pour ne pas laisser ces réflexions contre chercheurs et universitaires? C'est une question qui me paraît particulièrement pertinente. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre parmi Camille ou Julien ou parmi les participants avec le chat. Moi, j'ai envie de dire que ces liens-là, ils se font en fait un peu naturellement, mais c'est-à-dire que le rapport, on l'a beaucoup plus présenté en fait auprès d'acteurs associatifs et d'institutions que d'universitaires. En fait, on ne l'a quasiment pas présenté auprès d'universitaires, et d'ailleurs, ce n'était pas la cible. Faut être lucide. Après, il y a d'autres publications qu'on prépare avec un certain nombre de collègues sous la forme de bouquins, d'articles, de numéros de revues. Mais là, très clairement, moi, par exemple, j'habite à Roubaix, en banlieue de Lille. Je fais partie d'une université populaire et citoyenne, et c'est des questions sur lesquelles on travaille énormément, etc. Et donc ce lien se fait, mais il faut probablement le faire encore plus. En tout cas, très clairement, l'idée, c'est que toutes ces questions-là, elles irriguent la société, parce que je crois que si on regarde du contexte très défavorable qu'on évoquait à l'instant, quand je disais il faut faire front commun, mais il faut faire nombre. Le problème, c'est souvent ça, en fait. C'est-à-dire que, y compris dans les associations les plus citoyennes, militantes, etc., bah, c'est souvent parce qu'on n'est pas très nombreux qu'on peut aussi se faire taper sur les doigts ou qu'on n'est pas toujours entendu. Et donc, il y a un enjeu, je pense, à faire nombre, à mobiliser, à diffuser ces perspectives-là pour réfléchir à des rapports de force, qu'ils soient idéologiques, politiques, intellectuels. Voilà. Est-ce que je peux rebondir rapidement sur ce qu'a dit Julien ? Bien sûr. Ouais. Sur cette question de faire nombre, alors je pense que c'est juste, mais ce que j'aimerais souligner, parce que c'est ce qu'on a vraiment remarqué quand même, c'est que souvent on a tendance justement à se tromper dans la façon dont on présente les choses en disant voilà, il faut mobiliser les gens, il faut aller vers eux, il faut les… en gros, la logique, c'est il faut inviter les autres dans nos espaces pour qu'ils s'intéressent à nos problématiques. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire et que nos problématiques sont pas intéressantes, c'est pas ce que je suis en train de dire. Cela étant, en fait, des gens, des groupes sociaux ou quoi, qui sont touchés par la répression ou qui vivent dans leur chair la restriction des libertés, etc. Il y en a déjà pléthore en réalité. Et donc, certes, il faut continuer à sensibiliser sur ce qui nous arrive, mais nous, on a aussi beaucoup essayé d'adopter la posture inverse, qui était d'aller dans les mobilisations des autres, pour essayer de voir pourquoi, par exemple, il y a des groupes de gilets jaunes qui se mobilisaient, pourquoi les comités justice et vérité, comment ils fonctionnent, comment des groupes de… Bon, alors, le CRIT a moins été sur le terrain du féminisme, mais il y a beaucoup de choses à faire aussi dans les luttes féministes, il y a énormément de ponts à faire, comment les syndicats se mobilisent aussi. Et en fait… quelque part, j'ai envie de dire, la masse, elle existe déjà. Ce qui manque, c'est vraiment les ponts entre toutes ces mobilisations. Ce qui manque, c'est des discours communs. Ce qui manque, c'est des alliances fortes qui vont au-delà de juste la même signature d'un communiqué de presse. C'est ce qu'on a essayé de commencer à faire au CRID, et c'est ce que j'espère qu'on pourra continuer par la suite. Mais voilà, moi, je voulais juste souligner, ne jamais oublier que dans le faire masse, il y a aussi il y a à la fois un côté, bien sûr, amener des gens dans nos combats, mais il y a aussi aller voir les combats des autres pour identifier ce qu'on a en commun, en fait, et là où on peut s'allier déjà, en fait, sans avoir besoin de tout réinventer, un travail de mobilisation à partir de zéro. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Juste dans le chat, je voyais notamment l'intervention de Camille qui mentionnait un travail de rapprochement acteurs-chercheurs justement dans les Hauts-de-France où tu es, Julien. Donc, on pourra creuser ça. Et voilà, on arrive à la fin là, du temps imparti. Je vous remercie beaucoup, Camille, Julien, pour vos interventions vraiment, je trouve, qui donnent envie de continuer à travailler. Peut-être d'ailleurs sur la suite, signaler que, donc on l'a dit, le rapport est court pour être lu relativement facilement. Cela dit, si vous avez la flemme de lire le rapport, sachez qu'on organise une séance de lecture collective, un arpentage, le 9 décembre, pour lire collectivement ce rapport. On se répartira
les chapitres et on lira ça ensemble. Donc, on communiquera ça sur le site du CAC. Ça sera à l'occasion d'une journée qu'on organise avec nos amis d'Amiens de la boîte Sans Projet, qui étaient justement les prestataires de l'intervention auprès des foyers, de la Fédération des centres sociaux, là, avec ce débat qui ne s'est pas très bien passé avec Sarah El Haïry. Donc, on sera en visioconférence depuis Amiens. Et voilà, peut-être. Donc, merci beaucoup, Camille et Julien. Puis peut-être un remerciement alors, à Alain Lemarchand qui suit le chat et qui est donc actif au sein de la CGT FERC, la Fédération Éducation, Recherche, Culture, parce qu'il offre la transition vers la table ronde suivante avec sa question que je vais vous lire pour conclure. Toujours Sarah El Haïry, elle propose dans son rapport, donc le rapport sur la philanthropie dont on parlera dans quelques minutes, que les volontaires du SNU, du Service National Universel, soient impliqués dans une journée nationale dans tous les lycées de France à l'occasion du Giving Tuesday. Il demande si c'est ça la notion de l'engagement des jeunes. Et effectivement, du coup, le Giving Tuesday et la philanthropie à la française, la French philanthropy, on va en parler dans 5 minutes après une pause qui va nous permettre de recharger un tout petit peu les batteries. Merci beaucoup à tous.